à Barcelone, en Espagne. Sébastien, 36 ans, n'est pas un jeune homme comme les autres. Atteint d'une maladie rare depuis sa naissance, la choroïdérémie, il devient lentement aveugle. Certains gestes du quotidien qui peuvent paraître anodins s'avèrent très compliqués pour lui. Ici, je connais plutôt pas mal, hein. C'est chez ma copine, donc je viens ici régulièrement, je connais les endroits, je sais où sont les choses. Il suffit qu'on me déplace le sucrier, qu'on me déplace les capsules de café. Il faut que je tâtonne pour les retrouver. Il y a la peur du futur, puisque c'est prévu que dans les statistiques que je devienne aveugle vers l'âge de 40-45 ans. Quand j'ouvre les yeux le matin, je me rassure en me disant que je vois toujours correctement de l'œil droit. Le truc, c'est que donc, la fragilité de ma rétine peut faire que mon œil droit se déchire tout seul. Simplement, c'est vrai que j'ai toujours voulu et j'ai toujours essayé de paraître comme une personne normale. J'ai, dans un premier temps, pas du tout accepté ce statut d'handicapé. Et au fur et à mesure, j'ai été obligé d'accepter la maladie et ses conséquences. Même si Sébastien a du mal à supporter sa condition d'handicapé, sa maladie le rattrape peu à peu. Pour expliquer assez simplement comment je vois, de l'œil gauche, je vois quasi plus. Et de l'œil droit, je vois au centre. J'ai perdu la vue au niveau de la périphérie et je vois juste en plein milieu de l'œil droit. Voilà. C'est comme ça que je vois. Les situations où il y a beaucoup de foule, c'est pas facile, c'est assez stressant. Parce qu'évidemment, les gens ne se rendent pas compte. Moi, je les vois pas arriver. Donc la plupart du temps, je les percute. Tout seul, je peux pas faire grand-chose. Donc, je suis dépendant de la main de ma copine ou d'un ami qui me dirige. Ça limite énormément les rencontres, ça limite énormément les activités. Sébastien doit se préparer au mieux pour faire face à sa cécité. Et aujourd'hui, c'est une étape importante dans sa vie. Sebastián. Sí, hola, buenos días. Muy bien, gracias. Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias. ¿Todo ¿Y tú? bien? Sí, todo bien, gracias. Anna est bénévole dans une association qui vient en aide aux malvoyants et aux aveugles. Cet après-midi, elle va initier Sébastien au maniement de la canne pour la première fois. Sebastián, voy a buscar. ¿Tú eres alto? ¿Un bastón? Sí. Para ti, creo que es la primera vez que tú utilizarás un bastón. Sí, es la primera vez. Sí. Voy a buscarte un bastón y empezamos. Perfecto, gracias. Bien. A ver. Y intenta buscar la pared para tener la referencia. Sébastien découvre avec appréhension les obstacles qu'il devra affronter au quotidien d'ici quelques années. Une épreuve difficile à vivre pour le jeune homme. Prendre le bâton, c'est vraiment faire face à la cécité prochaine. Donc j'ai dû prendre sur moi un petit peu pour pouvoir continuer. Parce que finalement, je dois éviter d'y penser tous les jours, même si c'est là tous les jours. C'est être face à la maladie et rien que symbolisé par le bâton. Ouais, émotionnellement, c'est pas facile. Te felicito. Gracias. Muchas gracias. Ya verás como cada día avanzas un poco más. Si Sébastien a parfois du mal à accepter ce qu'il attend, il peut compter sur le soutien de Rimena, sa petite amie depuis 3 ans. Hey, baby. Emma, Hey, how are you? fun, beautiful, and you? How was your day? Cool. From the beginning, you don't really realize how big is the disease or his sickness, you know, until you see him in the streets or day by day. Et l'avenir, ils y pensent beaucoup. Le jeune couple souhaiterait fonder une famille avant que Sébastien soit totalement plongé dans le noir. Je sais que dans mon cas et par rapport à ma maladie, j'ai pas beaucoup de temps. J'aurai peut-être pas la chance de voir le visage de mes enfants et peut-être encore moins la chance de voir mon enfant grandir. Donc c'est sûr que ça met pas mal de pression. Je vis les choses plus intensément, forcément. Il y a un stress qu'il faut gérer. La perte de la vue, c'est pas banal. Bon, il y a pire dans la vie, j'en suis conscient. Il faut que je mange ces images, grosso modo, pour éventuellement garder de belles choses du monde
et peut-être voir les choses au plus vite, les choses que je connaissais pas auparavant, quoi. Au quotidien, elle m'apporte de l'énergie, elle m'apporte du bonheur, elle apporte sa touche d'humour, elle a énormément d'humour, elle m'apporte de la douceur. Son énergie, sa façon d'elle mener sa vie, ça me pousse, moi, à faire beaucoup plus de choses. Son visage disparaît jour après jour. Oui, forcément, ouais. Just be strong as you are right now, and keep on fighting. And you are my warrior. Bonjour Sébastien. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir en direct sur notre plateau. On est tous émus, là, évidemment, tout le public et nous tous sur le plateau, par ce joli reportage et par cette belle compagne et par l'échange que vous venez d'avoir tous les deux. Nous avons tous été émus en préparant cette émission, toute la rédaction. La première question, c'est comment allez-vous ? Je vais bien, c'est un peu éblouissant les lumières du plateau, mais ça va, je gère. Alors, on en a parlé ensemble, Oui. juste avant de prendre l'antenne. Vous avez apporté vos lunettes de soleil. Oui. Elles sont là. Oui. Je les mets à votre gauche, ici. Oui. Dès que vous en avez besoin, dès que vous ne supportez plus, vous me le dites. Et Pas de puis, problème. on va le jouer. On va on va se conformer à la réalité. Pas de problème. Vous voyez quoi, là ? Par exemple, je suis en face de vous. Comment vous me voyez ? Alors, pour expliquer, je vois plus de l'œil gauche, mais je vois un peu de l'œil droit. Je vois votre œil, en fait, et je vois une mèche de cheveux et une partie de la joue, en dessous de votre joue. J'ai une vue tubulaire, en fait. Alors, plus de l'œil gauche, mais comme à travers un tube de l'œil droit. C'est ça, plus grand-chose de l'œil gauche. Alors, cette maladie qui s'en prend à vos yeux s'appelle la choroïdérémie. Exactement. Et donc c'est une maladie génétique, hein, et on l'a compris dans notre reportage. Votre quotidien ressemble parfois à un parcours du combattant. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien ? Les plus grandes difficultés, en dehors de perdre la vue, c'est que c'est une maladie qui est invisible, donc les gens ne se rendent pas compte. Et au quotidien, il y a beaucoup de conséquences. La recherche d'emploi, par exemple, les déplacements dans la rue. J'ai eu pas mal d'accidents. On l'a vu dans le reportage, il vous Voilà. arrive parfois de bousculer une personne sur le trottoir. Oui, tout à fait. Et ça peut être aussi plus grave, j'imagine. Je suis déjà tombé dans les escaliers, dans le métro, ça m'est arrivé. Je me suis cassé les doigts de pied aussi. J'ai plutôt intérêt à mettre des chaussures. Au quotidien aussi, pour faire les choses du quotidien, apprendre à me déplacer dans un magasin, repérer les produits, faire le ménage, faire à manger, toutes les choses que n'importe qui fait. Pour les personnes qui sont déficientes visuelles, c'est plus compliqué. Et le pire, en plus, c'est que c'est de plus en plus compliqué. C'est ça. C'est ça. C'est une maladie Qui est évolutive. dégénérative. hein. Exactement. Voilà, C'est une maladie évolutive. dégénérative. Exactement. Comment vous faites, par exemple, pour vous raser ? Un geste simple qui paraît évident pour tout le monde. Alors, c'est l'exemple type. Pour me raser, comme je ne vois pas les détails dans le miroir, je passe mes doigts sur mon visage pour repérer s'il reste un relief. Et quand il y a un relief, je passe le rasoir à plusieurs reprises pour pouvoir me raser correctement. Et pour passer l'aspirateur ? J'ai des techniques. Grosso modo, je vois un peu l'espace sur le sol et je passe l'aspirateur ou le balai dans ces espaces. Mais évidemment, je manque certaines poussières ou certains détritus, mais je m'en sors pas mal. Et c'est vous qui faites le ménage ? C'est moi qui fais le ménage, ouais, en ce moment, ouais, c'est moi qui fais le ménage. Ah ouais. Bon. C'est important pour vous de continuer à conserver un quotidien le plus normal possible ? C'est très important de ne pas se sentir inutile. Quand on est handicapé, quand on est déficient visuel, on a tendance parfois, enfin moi personnellement, à me sentir un peu inutile. Donc je fais des choses, j'essaie de faire comme tout le monde. Je vais faire mes courses, je fais du ménage, j'ai appris à faire à manger, je cherche du travail. Moralement, c'est très important de créer des objectifs, d'avoir des objectifs de vie. Et c'est très important d'essayer de faire comme tout le monde.
Alors, il est impossible de prévoir à quelle vitesse cette maladie va progresser chez vous. Est-ce qu'elle vous a déjà obligé à faire des sacrifices? Oui, j'avais une passion qui était la boxe. J'ai fait de la boxe française et de la boxe thaï. J'ai dû arrêter parce que c'était trop dangereux. Ma rétine peut se rompre. Je ne peux pas conduire. J'ai conduit à l'âge de 19 ans un scooter, mais j'ai dû poser mon scooter parce qu'un jour j'ai failli renverser une petite fille sur un passage piéton et je ne l'avais pas vue. Et il n'y a rien que je puisse faire contre ça. C'est une responsabilité qu'on a en tant que déficient visuel. Ce serait bien que le message passe. On peut avoir des accidents graves et créer des accidents très graves. Donc j'ai préféré poser le scooter le lendemain et j'ai jamais reconduit quoi que ce soit, ni voiture, ni scooter. Psychologiquement, c'est terrible d'avoir à faire ces deuils. Ce sont de véritables deuils à chaque fois qu'on renonce à quelque chose qu'on ne peut plus faire. Ouais, c'est une responsabilité. Je préfère mettre le scooter de côté plutôt que d'avoir un accident grave sur la conscience ou une mort, parce que c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Donc j'essaie d'être responsable et je me dis c'est un sacrifice qui vaut le coup. Ça veut dire que vous avez besoin d'être souvent accompagné, de plus en plus souvent? Oui, j'essaye de me débrouiller avec la canne que j'ai là, mais quand je sors tout seul. Mais c'est vrai que je suis accompagné. Imena, que vous avez vu dans le reportage, me tient la main. C'est elle qui me guide, qui me fait un signe en me touchant la main quand il y a un obstacle, qui me dit où on va, comment. Et, c'est elle qui me dirige. Cela dit, il y en a plein qui sont en train de vous regarder, Sébastien, et qui se disent qu'il a quand même vraiment de la chance d'être si joliment accompagné. C'est gentil pour elle. Alors, quand vous n'êtes pas chez votre compagne à Barcelone, vous vivez chez vos parents, en région parisienne. À 36 ans, on peut dire que vous n'avez jamais habité seul. Ça fait partie du problème de l'autonomie, de la recherche d'emploi et tout ce qui va avec. Sans emploi, évidemment, je suis dépendant. Et donc, pour l'instant, j'ai la chance d'avoir mes parents, j'ai la chance de pouvoir aller chez Imena en vacances et pour rechercher un emploi. Mais c'est vrai que je suis dépendant et que je ne peux pas vivre seul pour l'instant. Il y a un sérieux problème d'autonomie quand on est handicapé. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que cette émission va être importante pour vous. Peut-être pour trouver un emploi et puis peut-être... on va le voir avec le professeur qui est là, mais on va essayer de voir où en est la recherche dans votre maladie. Vous avez déjà travaillé par le passé? Oui, j'ai de l'expérience, bien sûr. Dans quel domaine? J'ai un master de psychologie sociale et ressources humaines, donc j'ai de l'expérience dans les ressources humaines. J'ai travaillé comme commercial, comme vendeur. J'ai travaillé avec les enfants. Il y en a peut-être qui vont voir l'émission. Je travaille avec pas mal d'enfants. Et puis je parle 3 langues. Je parle espagnol, je parle anglais, je parle français. Et pourquoi ça s'est arrêté, votre dernier emploi? À cause de votre maladie? Non, c'était une fin de contrat. C'est une fin de contrat, mais après, avec la crise économique, parce que je suis allé chercher aussi un peu de travail pour voir en Espagne. Et c'est encore plus difficile là-bas. Donc je faisais des allers-retours. Et voilà, je me rendais dans des rendez-vous professionnels pour... Difficile, mais pas impossible. J'imagine que les entreprises peuvent s'adapter aussi à votre handicap et il doit y avoir des boulots tout à fait compatibles. Alors, il y en a qui s'adaptent. Je le sais. Mais il y en a qui refusent de s'adapter et pour lesquels l'emploi m'a pas été accessible. Voilà, donc ça rend les choses plus compliquées, évidemment, quand on a un handicap, quand on est déficient visuel. Il faut le savoir, tout le monde ne le sait pas. Et surtout, ce que vous avez dit tout à l'heure, quand ça ne se voit pas, c'est difficile. Et souvent, ça amène à des situations qui ajoutent à la difficulté, surtout sur le plan psychologique. Alors, il y a quelques semaines, vous avez osé prendre votre premier cours de canne blanche. Oser, parce que c'était pas évident pour vous d'y aller, de l'envisager? Comme je disais dans le reportage, la canne blanche, c'est le symbole de la perte de la vue et c'est affiché aux yeux des gens son handicap, sa maladie, la déficience visuelle. Alors d'un côté, c'est bien, parce qu'au moins le handicap est rendu visible. C'est ça. Les gens s'écartent, donc ils prennent conscience de votre handicap et ils ne prennent pas ombrage, on va dire, des accidents qu'il peut y avoir. Mais c'est avouer aux yeux de tout le monde que j'ai un handicap et j'ai essayé de le dissimuler, d'avoir l'air normal toute ma vie. Mais là, comme ça devient vraiment difficile, je suis obligé d'en venir à la canne et d'assumer le fait que je sois malvoyant et handicapé en face des gens. Donc c'est un nouveau deuil à faire?
Le deuil de la normalité. C'est ça, exactement. Exactement, vous avez tout compris. Donc elle est là, cette canne, là, vous Oui. l'avez amenée avec vous. Et je l'ai amenée pour la montrer, parce que j'ai commencé les cours il y a quelques semaines, justement. Elle est bizarre. Hein. Elle est pliable, en fait. À quoi ça sert d'avoir une canne pliable? Je peux la mettre dans mon sac. Voilà. Et voilà la canne que j'utilise maintenant pour sortir. Alors c'est un objet qui est très commun pour les personnes qui sont déficientes visuelles, mais peut-être pas pour les personnes qui ne connaissent pas bien les handicaps visuels. Donc voilà, quand je me déplace seul, je me déplace avec cette canne dans la rue pour éviter les accidents maintenant, et puis pour prévenir. Comme ça ne se voit pas, j'ai l'air sain pour l'instant. Voilà, les gens, c'est comme si je l'affichais sur mon front, quoi. Il y a des cours? Pourquoi il faut prendre des cours? Qu'est-ce qui est compliqué? Alors, il y a des choses à apprendre quand on manipule une canne, mais ce sont des automatismes qu'on vous enseigne. Il faut repérer au toucher, en fait, c'est un sens qu'il faut développer. Comme on perd la vue, il y a d'autres sens qui se développent. L'ouïe, par exemple, l'odorat, bon, ça ne sert pas avec la canne, mais aussi le toucher. Et c'est l'élément qui vous sert à apprendre à vous déplacer dans l'espace. Voilà. On touche avec la canne, on repère les chemins. Voilà. Bon, je suis très impressionnée, moi, par Sébastien. Yvonne, vous qui allez nous accompagner pendant toute cette émission, j'imagine que vous l'êtes aussi. Énormément, parce que le courage de Sébastien, où il trouve toujours sa force dans l'adversité, vous êtes toujours en combat. Et pour vous, cette canne représente finalement, aux yeux d'autrui, j'accepte d'être déficient visuel. Or, vous luttez toujours pour garder votre autonomie, pour garder votre fierté. Vous avez une forme, je dirais presque de honte d'être prise en charge, honte de la dépendance. Néanmoins, vous soulignez un élément qui m'apparaît important pour votre destin futur, c'est que dès lors qu'un sens s'amenuise, eh bien, il y a 4 autres sens qui se développent. Alors, je pense que vous allez regarder, nous sentir différemment. Donc, je crois que l'environnement va être perçu avec votre odorat, votre toucher, comme vous le dites, et ça, c'est déjà plutôt positif pour vous. Mais quel combattant vous êtes un véritable boxeur concernant votre maladie, votre handicap. Quelque part, ça pourrait un jour devenir votre force. Merci beaucoup. Ça, c'est clair, parce qu'il y a quand même une vraie intelligence derrière tout ça. Oui. Hein? Alors, pour en savoir un peu plus sur cette maladie qui touche, vous nous avez dit entre 500 et 800 personnes en France. Hein, les chiffres ne sont pas très précis. Nous avons invité votre médecin, Christian Hamel. Bonjour, merci d'être là. Vous suivez Sébastien depuis plus de 2 ans. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une maladie génétique. Comment cette maladie le rend-il aveugle progressivement? Alors, en effet, c'est une maladie rare, mais quand même 600 personnes en France, environ 60 000 personnes dans le monde. Ça représente une somme importante de personnes qui sont touchées. Et c'est une maladie génétique, en effet, parce que c'est un gène qui s'appelle CHM, c'est l'acronyme de choroïdérémie, qui, lorsqu'il est muté, va entraîner cette maladie. Et donc cette maladie, comme on l'a vu dans le film et comme Sébastien l'a bien décrit, c'est une perte progressive de la vision qui s'étale sur plusieurs dizaines d'années de vie pour finir par, en effet, une cécité presque complète avec une vision simplement de la lumière. Donc, on peut estimer le temps qui lui reste, ou ça dépend, alors, avant de perdre la vue, j'entends, ou ça dépend des individus? Pour chaque individu, c'est toujours très difficile à faire, mais si on fait des statistiques, on sait qu'environ c'est vers l'âge de 50 ans que la vision se dégrade beaucoup et que là, il va y avoir une incapacité à lire, en plus de celle de se déplacer, comme on l'a vu, qui va s'installer. Alors, au moment du Téléthon, on parle des maladies génétiques de la vue, on parle notamment de la rétinite pigmentaire. C'est une maladie proche? Alors, c'est très proche. Les symptômes sont les mêmes, pour ainsi dire. C'est-à-dire d'abord une déficience nocturne et puis un rétrécissement du champ visuel. Et ce sont simplement dans les détails de ces symptômes qu'on va voir une différence. Dans la choroïdérémie, par rapport à la rétine pigmentaire, en général, la vision centrale, celle qui permet de lire, se maintient plus longtemps.
Et donc, ça permet quand même une meilleure autonomie. Alors, si je parle du Téléthon, et je suis heureuse d'en parler, c'est que depuis tant d'années, eh bien, il y a des solutions concrètes qui voient le jour, notamment de la thérapie génique. On en parle pour la rétinite pigmentaire. Est-ce que ça veut dire que Sébastien, il y a des résultats concrets et positifs pour la rétinite? Est-ce que ça veut dire que Sébastien pourrait faire l'objet d'un essai de thérapie génique? Alors, c'est ce qu'on veut faire. C'est vraiment notre objectif au CHU de Montpellier, de pouvoir développer un essai de thérapie génique pour les patients choroïdérémiques. Et bien sûr, Sébastien pourrait faire partie de cet essai. Bon, alors écoutez, on est une grande famille, ici à Toute une Histoire. On va vous présenter sa famille à lui. Ils vont venir nous rejoindre sur le plateau. Il vous manque de l'argent, j'imagine. Ce sont des essais. Là, on passe maintenant aux essais directement sur les malades. Il vous manque combien pour pouvoir réaliser cet essai? Alors nous, on a prouvé que notre futur médicament de thérapie génique est efficace sur des cellules de patients. Ouais. Et maintenant, on doit faire ce qu'on appelle la toxicologie réglementaire avant de passer à l'essai clinique. C'est-à-dire voir si le médicament est toxique ou pas. Voilà. Et ça coûte 800 000 €. 800 000 €. On ne sait jamais. Je m'adresse aux téléspectateurs de Toute une Histoire. Et si les uns s'ajoutent aux autres, si les petits dons s'ajoutent les uns aux autres, on peut peut-être arriver à cette somme. Et j'adorerais qu'on reçoive à nouveau Sébastien dans l'Histoire continue après avoir reçu ce traitement, car pour le moment, il n'existe pas de traitement pour soigner cette maladie. Alors, vous aviez vraiment, voilà, je vous en prie, on vous donnera les coordonnées sur lesquelles vous pouvez faire preuve de générosité, mais ce serait une histoire merveilleuse. Vous aviez 5 ans quand les médecins ont décelé chez vous un problème aux yeux. À quel âge vous avez réalisé que c'était grave? J'ai réalisé à l'adolescence, vers l'âge de 16 ans à peu près, quand j'ai vu les premiers tests. Et en fait, on fait des tests de champ visuel et on voit se développer des ombres, des taches noires, comme des taches d'encre qui se propagent un petit peu partout. Et c'est à 16 ans vraiment que je me suis rendu compte que mon champ visuel périphérique, c'est-à-dire sur les côtés, était mangé et que ça commençait à gagner le centre. C'est à 16 ans. Donc c'est comme une espèce de choc de se rendre compte de ça, de prendre conscience de la dégradation de la vue. Et c'est là qu'on se dit, je vais certainement devenir aveugle. Ça s'est traduit par un épisode un peu dépressif? J'en ai subi pas mal à chaque fois que j'ai fait des tests. Je suis un peu tombé dans le trou juste après. Et j'ai dû remonter pas mal de fois. Et puis j'ai fait une grosse dépression après en 2014, 13, parce que ma rétine s'est déchirée seule. Et là, j'ai perdu une grosse partie de ma vue, à la gauche. Je suis remonté encore. Là, ça va, je suis présent. Ouais. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des deuils à faire à chaque fois, Exactement. à chaque étape. Ouais. Et c'est compliqué à vivre, évidemment, pour vous, mais aussi pour vos parents et vos frères et sœurs. Il est temps de les accueillir pour poursuivre la discussion avec eux. Ils nous rejoignent. J'imagine votre émotion d'être là, présent avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Hélène, votre fils aîné était donc très jeune lorsque vous avez appris qu'il avait un problème aux yeux. Dans quelles circonstances avez-vous fait cette découverte? Alors en fait, mes 2 aînés, Sébastien et Sylvain, avaient 5 ans et 3 ans. Et ils souffraient de conjonctivite très souvent. Donc je les ai emmenés pour une consultation à l'hôpital. Ils ont passé des tests et c'est là que le docteur m'a dit qu'il avait des taches sur la rétine et puis donc qu'il allait perdre la vue. Donc tout de suite, on a posé un diagnostic? On ne m'a pas du tout dit ce que c'était, mais on m'a laissé entendre qu'il allait perdre la vue. Mais je ne savais pas du tout quand en fait. Ouais. Oui, parce que c'était il y a quelques années, on n'avait peut-être pas encore de renseignements précis. C'est ça. Je pense qu'il y avait une confusion en plus avec la rétinite pigmentaire. Ouais. Oui, en plus, pendant des années, on a cru que c'était c'était une rétinite pigmentaire. Moi, j'avoue que la différence, c'est difficile à... Donc c'est terrible pour une maman d'apprendre Ah oui.
ce verdict. Oui, d'autant que j'attendais ma fille. Donc ça a vraiment été un choc. Et pour le papa, Jocelyn. Oui. Pareil. Mais quand j'ai su qu'il avait cette maladie, en fait, je faisais comme si qu'il n'avait pas de maladie, parce que je voulais qu'il soit comme ses frères et sœurs. Donc c'est ce que vous allez nous raconter, hein. Vous avez tenu à lui donner une éducation la plus normale possible. Juste une question au professeur Hamel. Ça a été diagnostiqué quand? Enfin, on a trouvé le gène quand de cette maladie? C'est dans les années 80, en 83, 84, que le gène a été découvert. Donc maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'on connaît ce gène. Et c'était en quelle année, là? Alors si Sébastien est né en 79, ça 84. devait être en 84. Ouais. Mais je ne savais pas du tout que c'est... Ouais, donc en c'était fait, j'ai... tout récent. Mais la maladie, elle est connue depuis Elle est connue. très longtemps. Mais par contre, la cause génétique, ça remonte à une vingtaine d'années. D'accord. Donc Sébastien a grandi, comme prévu, la maladie a poursuivi sa progression. Comment ça s'est passé pour lui à l'âge des premières sorties? Alors Sébastien est sorti beaucoup moins que ses frères et sœurs en fait. Il dit qu'il est timide. Je me suis jamais rendu compte qu'il était timide. Petit à petit, je découvre que tu étais Super timide, ouais. très timide et gêné Comment ça se quand fait, tu vous n'en sortais. soyez jamais rendu compte? Parce que Sébastien est à la maison est gai et je m'étais pas C'est-à-dire, rendu compte que Sébastien, tu étais vous étiez timide à l'extérieur? Est-ce que c'était vraiment de la timidité ou un peu d'angoisse, justement? Les deux, justement. La, peu les la timidité, bon, avec les filles, j'ai toujours été très timide. Et, Oui, mais ça, c'est pas forcément lié à la maladie. non, peut-être le fait d'avoir un handicap, ça fait qu'on est un peu moins sûr de soi. Et puis, je me souviens plus de la question, excusez-moi. Non, je vous demandais si vous étiez timide ou si c'était de l'angoisse d'aller à l'extérieur dans la mesure où vous sentiez que vos moyens Il y a ça. s'amenuisaient, quoi. Il y a ça aussi, parce que les sorties, c'était la nuit. Et je me débrouillais pas bien, les gens ne se rendaient pas compte du handicap. Et c'était très, très stressant d'avoir Ça. à affronter les foules, sans rien voir. Et donc à la maison, vous deviez plus vous laisser aller à Ouais. peut-être une Oh. personnalité plus enjouée, plus audacieuse. c'est ça. À l'extérieur, je me retrouvais un petit peu comme un autiste. La musique trop forte pour entendre, et sans voir les visages, les regards, les sourires. Donc quand on n'entend rien, qu'on voit rien, voilà, on a l'impression d'être Ah, je complètement comprends. coupé du monde. Complètement coupé. Et, bon, je Donc en passais pas fait, de on bons moments. n'est pas détendu, on Du est tout. concentré sur Voilà. la difficulté. J'étais très stressé. Je voyais Une forme d'isolement sensoriel qui fait qu'effectivement, vous ne pouvez pas vraiment être en lien avec l'extérieur. Exactement. D'où le fait que la maman n'a pas forcément Non, remarqué la timidité. Alors apparemment, votre timidité ne vous a pas empêché de nouer de belles amitiés. Et on comprend que vous soyez fait de jolies amitiés. La preuve en images avec ce message surprise. Coucou mon Seb, je tenais à te dire quelques mots. Nous ne sommes pas amis juste à cause de notre maladie. Non, nous c'est bien plus que cela. Nous sommes devenus comme des frères et sœurs. On a un lien très fort qui s'est créé et nous sommes toujours présents l'un pour l'autre et ce à chaque étape de la vie. Tu as mon entière confiance. Je t'ai choisi comme témoin. Je pense que je ne peux que te le démontrer. J'étais, je suis, je resterai toujours auprès de toi pour te soutenir et t'accompagner dans chaque étape. Je t'embrasse. À très vite mon Seb. Bisous. Alors, c'est pas facile, Sébastien. Alors, non seulement c'est compliqué pour vous de voir les reportages. Là, par exemple, c'est un écran trop grand, donc vous regardez celui qui est au fond, là-bas. Ouais. Mais quand, en plus, les yeux se remplissent de larmes, eh ben, c'est encore plus difficile d'y voir. Ouais. Qui est Émilie? Ouais, c'est ça. Qui est-elle pour vous? Alors, Milly, c'est ma meilleure amie. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années en travaillant. Et c'est une personne qui est très fidèle en amitié, qui a un cœur vraiment très généreux et qui est tout le temps là à me soutenir, quel que soit le moment, qui répond toujours. Des moments où, par exemple, j'ai subi ma dépression, elle était toujours là à répondre et puis elle m'a soutenu jusqu'à ce que j'aille mieux, quoi. C'est une personne vraiment très très généreuse. Est-ce que vous avez constaté que quand on traverse des expériences de vie difficiles comme vous, parfois on est entouré particulièrement de belles personnes, comme on dit? Il ne reste que les belles personnes autour de soi? C'est vrai qu'on fait c'est comme tout le monde, j'imagine, on essaie de faire le ménage.
autour de soi. Et puis les personnes qui peuvent vous heurter, on prend de la distance avec elles. Et au fur et à Ça mesure... vous est arrivé de le faire beaucoup? De devoir prendre de la distance? On le fait automatiquement, je pense. Je le fais automatiquement, prendre la distance des personnes qui peuvent être nuisibles, entre guillemets. Et puis j'essaie de garder les personnes que je considère comme des belles personnes, comme Émilie. Sylvain. Alors Sylvain, vous avez 2 ans de moins que votre frère aujourd'hui. Est-ce qu'il vous arrive souvent de parler avec lui de sa maladie? Ou est-ce qu'il lui arrive souvent de vous en parler? En fait, je pense qu'on en parle plus depuis quelques années, parce que moi j'étais parti travailler à l'étranger. Donc je pense que les contacts par mail, les écrits, ça permettait aussi de dire des choses qu'on ne peut pas forcément dire assez facilement devant la personne. Et c'est vrai. Comment vous le vivez vous? Souvent, les frères et sœurs culpabilisent justement par le fait d'être sains, de ne pas développer ce handicap, alors que voilà, son frère ou sa sœur est dans cette situation. C'est ce que vous percevez, Sandrine? Culpabiliser, non, mais c'est vrai qu'après, c'est ma manière de fonctionner, j'occulte un peu en fait. Et c'est vrai que ça se... C'est-à-dire que vous n'avez pas conscience de l'ampleur du handicap, ou vous ne voulez pas en avoir conscience? Voilà, je pense que c'est ça. Et disons que c'est vrai que je m'en suis rendu compte réellement. Moi, je suis partie vivre aussi à l'étranger quand il est venu me voir en vacances. Ça m'a fait un choc. Parce que déjà en 1 an et demi, ça avait pas mal évolué en fait. Et c'était extrêmement flagrant dans tous les gestes du quotidien. Et là, on se prend une claque quand même. Parce qu'on n'a pas envie d'y penser. Et puis là, on est obligé d'y penser parce qu'il est là. On est obligé de le déplacer partout, en fait, de l'emmener partout. Mais pourquoi vous ne voulez pas y penser pour vous protéger? Parce que c'est trop dur, tout simplement. Ouais. Mais c'est pas un service à lui rendre. Je sais. Ah, c'est très égoïste, mais c'est mon moyen. C'est comme ça que je fonctionne. J'arrive pas à faire autrement. Et vous? Je n'éprouve pas forcément de culpabilité, mais c'est vrai que ça fait mal de le voir galérer dans les transports quand il ouvre un placard, qu'il fouille avec ses mains. C'est dur à voir. Alors, comment réagir psychologiquement, Yvonne? C'est compliqué. Je crois que la pour des fratrie, frères et sœurs. quelque part, le déni est légitime parce que le déni, c'est une manière de se protéger contre une souffrance énorme. Mais à côté du déni, on sent chez vous beaucoup de pudeur. Vous avez sans doute été élevé, non pas dans la stigmatisation de cette différence, mais je pense que vous, monsieur et madame, vous avez fait en sorte que vos enfants soient toujours pas surprotégés, mais vous avez favorisé l'autonomie, l'activité, la fierté. Et ça, on sent chez vous. Donc, pudeur, oui. Déni, oui. Mais aussi accompagnement. On vous sent tous soudés dans le combat et c'est votre manière à vous d'être actifs. Bien sûr, il y a de l'angoisse, bien sûr, il y a de la fragilité, mais néanmoins, vous savez bien gérer cette angoisse et cette fragilité et cette détresse qui vous anime. Un regard de Sébastien sur ses frères et sa sœur? Oui, juste, je veux dire que même si on n'a pas beaucoup communiqué, ils sont là, ils sont solides, ils sont costauds, ils sont derrière moi, ils m'aident. Ils sont toujours là pour m'aider, comme mes parents d'ailleurs. Si vous n'avez pas beaucoup communiqué sur la maladie, à propos de la maladie? Ouais. J'imagine que vous communiquez beaucoup sur tout le reste. On communique un peu plus maintenant qu'on est adulte, parce que quand on est enfant, ça dépend des relations qu'on a, mais depuis qu'on est adulte, on discute beaucoup. Mais tel que je vous sens, vous ne devez pas avoir envie de faire peser le poids de votre souffrance ou de vos difficultés sur vos frères et sœurs. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Je le garde pour moi, je le fais avec les personnes de mon entourage. J'en parle, mais j'essaie de le garder pour moi. Puis Sébastien, il y a énormément de réactions, paraît-il, sur les réseaux sociaux. Évidemment, les téléspectateurs sont émus par votre témoignage. Il est temps de marquer une courte pause. N'oubliez pas que vous pouvez réagir donc sur Twitter avec le hashtag Toute une histoire ou sur Facebook. Mais d'abord, on va regarder ces quelques messages de la rédaction et on revient après. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez été obligé de vous séparer de votre enfant à contre-cœur. Votre enfant souffre d'une maladie ou d'un handicap et vous avez été contraint de le placer dans une institution. N'étant pas en mesure d'élever votre enfant, vous avez dû le confier à l'adoption. Vous ne parvenez plus à vous occuper de votre fils ou de votre fille et vous hésitez à le placer, vous avez besoin de conseils. Vous avez été placé lorsque vous étiez enfant et vous n'avez jamais pardonné à vos parents ou à l'inverse, vous avez fini par les comprendre. S'il s'agit de votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15
ou sur les réseaux sociaux. Au sommaire du dernier numéro de Toute une histoire cette semaine, des coups de foudre improbables. J'ai vu Alain pour la première fois lors d'un reportage à Thalassa. Je me suis revisionné maintes et maintes fois le Thalassa et je nous imaginais ensemble parce que j'étais tombée amoureuse de lui, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est ça le coup de foudre, hein. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, ça nous surprend. Des montagnes russes. Le monde s'est arrêté pour moi. Ça a été mais le coup de foudre total. J'ai jamais ressenti ça. C'était vraiment waouh. J'ai tout quitté en 2 mois. Je suis partie vivre à l'autre bout de la France. Je pense que c'était pas une histoire qui était vraiment réalisable dans le temps. C'était un peu une descente aux enfers. Et pas mal de surprises. C'est un homme qui a tenu à vous saluer lorsqu'il a su que vous veniez aujourd'hui sur notre plateau. Georges Pernou est avec nous. Retour sur notre plateau en direct. Aujourd'hui, la rédaction de Toute une histoire a eu envie de consacrer ce 4e numéro en direct à Sébastien. Il est venu nous parler de son combat contre la choroïdérémie. C'est une maladie génétique pour laquelle il pourrait y avoir un traitement à condition de trouver l'argent pour le financer. On parle de thérapie génique. Le professeur qui s'occupe de Sébastien est là. Et il s'agit de trouver quand même 800 000 € pour financer cet essai dont Sébastien pourrait bénéficier. Alors ce combat contre la maladie, il ne le mène pas seul. Tout son entourage le soutient. Ils le soutiennent au quotidien. Vous pouvez le soutenir chez vous en faisant preuve de générosité pour peut-être participer au financement de cet essai. Ce serait évidemment formidable et ce serait l'occasion de revoir Sébastien un jour sur le plateau de l'Histoire continue. Je vous le souhaite de tout cœur. Alors Thomas nous a rejoint. Vous pouvez applaudir Thomas. Thomas est l'un des meilleurs amis de Sébastien. Vous le connaissez depuis une quinzaine d'années. Vous vous êtes rencontrés tous les deux dans une salle de sport. Oui. Hein, vous parliez tout à l'heure de votre passion pour la boxe. Vous aussi ? Oui, tout à fait. Vous pratiquez la boxe. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez remarqué son handicap ? Mais pas du tout. En fait, on se côtoyait, donc on faisait de la boxe, on était en salle de sport. Et puis, jamais on pouvait remarquer ça. C'est vrai que Sébastien est quelqu'un de plutôt réservé. Moi, j'aurais plutôt dit réservé que timide, mais très réservé. Et puis, un grand gars d'1m90, donc à aucun moment on peut soupçonner ça. Et puis, on a eu l'occasion de faire des vacances communes. On était en 2 petits groupes de la salle de sport. Puis, à l'issue, on s'est réunis et on a passé quelques moments en vacances ensemble, jusqu'à ce qu'arrive un moment d'aller en discothèque. Et c'est là où j'ai vu Sébastien différemment. C'est-à-dire qu'il bougeait différemment, il se cognait dans les chaises, ou les tabourets, parce que comme il est assez grand. Et là, je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, bon, Sébastien n'est pas quelqu'un qui a tendance à boire ou à faire trop la fête. Et je ne comprenais pas pourquoi son comportement était comme ça. Donc, nous avions une amie commune. J'ai été m'entretenir avec elle, discuter. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, Sébastien? Je ne comprends pas. Là, on est en boîte, il se cogne partout. Elle m'a dit, c'est là qu'elle m'annonce ça. Elle m'a dit, il a une maladie depuis qu'il est petit. Et il voit de moins en moins bien. En tout cas, il a un champ de vision réduit et tout. Donc, de là, je me suis... il s'est passé quelque chose. Je me suis dit, j'ai envie de le connaître parce qu'il ne laisse rien paraître. Et du coup, ça m'a interpellé. Je me suis dit, il mérite à ce qu'on aille chercher un peu plus loin, savoir qu'est-ce qu'il a en lui, qu'est-ce que c'est que sa maladie, le côté un peu curieux. Donc on est venu à discuter. Très vite, naturellement, en fait, j'ai envie de vous dire que j'avais envie de l'aider, mais de l'aider sans le gêner. Et ça, c'est très difficile. Parce que vu que Sébastien ne laissait rien paraître, je me suis dit, si je mets trop en avant ça, il va se dire, bon, j'ai pas besoin d'être aidé. Je pense que ça a été très clair. Donc on avait l'impression pas qu'il rejetait ça, mais vraiment qu'il voulait ne pas être différent. Donc on avait des petites astuces. À la fin, il l'avait très bien compris. Je lui disais, ah, toi, tiens, c'est marrant, ils ont rajouté un pot de fleurs, ou tiens, t'as vu, il y a une marche là, hop. Et puis en fait, ça lui donnait des indications sans pour autant le mettre mal à l'aise. Le tenir par l'épaule ou des choses comme ça, ou même par la main, parce que quand il y a une quinzaine d'années, voilà, on évite de se tenir par la main quand on est des garçons, sinon on a le regard des autres, et puis voilà. Vous en étiez rendu compte de ces stratagèmes? Parce que c'est plutôt sympa d'avoir un copain si finot qui veille si délicat, si attentionné à votre égard. Il a compris que...
Vous n'en étiez pas rendu Non, compte non. Quand il vous disait, tiens, attends, il y a un nouveau pot de fleurs et tout ça? Ça, oui, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'il s'agissait de toute une stratégie derrière pour éviter de me mettre mal à l'aise avec mon handicap. Vous vous étiez rendu compte qu'il était peut-être attentionné à votre oui, égard bien sûr. et comment dire, fin. Bien sûr, ouais. Voilà. Ouais, la ça, différence d'autres qui peuvent être très lourds. Non, ça a été fait avec tact, en respectant mon amour-propre. C'était le but. Et puis au fur et à mesure de ces années, donc on a appris à se connaître. Il a appris à me faire confiance, puisqu'il faut faire confiance quand on a. C'est toujours difficile quand on a un handicap qui apparaît, de devoir justement le montrer aux autres. Sébastien voulait absolument pas que ça se voit. Donc c'était des discussions moi j'essayais à ce qu'on évolue, et ce qu'il évolue, et ce qu'il me parle des choses, de son ressenti aussi. Ce qui a été le cas où il m'a fait confiance. Il m'a dit voilà, il m'expliquait ce que lui, comment il voyait, ce qu'il vous expliquait tout à l'heure. C'est très difficile de s'imaginer ce qu'il en est aujourd'hui et de le voir évoluer comme ça. Donc tout a été là pour essayer de l'aider, quoi. Alors, il paraît qu'il y a votre cousine, on est en direct, donc c'est génial parce qu'on profite des réactions. Il y a votre cousine Charlène qui vient d'envoyer un tweet et qui vous dit que toute la famille est avec vous et vous regarde. Avec les filles, ça se passe comment? J'imagine que vous en parliez, ça fait partie des sujets de préoccupation à 20 ans. Forcément, et puis même en évoluant, on a des histoires, on a des choses comme ça, et c'est vrai que les craintes qu'on peut avoir, et je pense que c'est jamais évident, c'est de se dire, voilà, je vais rencontrer quelqu'un, ça ne se voit pas, c'est d'apparence, on se rend compte de rien, et un jour de devoir passer le cap, de se dire, bon, de toute façon, je ne vais pas pouvoir le cacher indéfiniment, il va falloir que je lui annonce. Et je pense que ça peut être cette crainte-là qui fasse qu'on ait peur, ou qu'on ait cette timidité, notamment avec les filles, comme tu le disais tout à l'heure, qui ressortent. Donc, bon, en tout cas, ça ne vous a pas empêché de rencontrer une perle rare. Voilà. Celle qu'on a vue dans le reportage tout à l'heure. On va peut-être l'accueillir. Hein. Jimena, votre compagne, Alors, comme on dit en espagnol, muy guapa, Jimena. Hein? Gracias. Gracias. De nada. Ça veut dire très, très jolie, plus que jolie. Hein? Comment on dit? Guapissima. Guapissima. Alors, vous allez nous traduire, enfin, on va traduire tous les deux, parce que je crois qu'on parle espagnol à peu près de la même manière. Vous parlez en espagnol ou en anglais? Anglais. Anglais. Yeah. Bon, donc vous allez traduire. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? How did we met? Yeah. We met by internet. On s'est rencontrés par internet. Oui. Actually, I saw him, so I started speaking to him. Elle m'a vu, elle a commencé à me parler. Vous avez vu sa photo? Ah oui. You saw my picture. Yes, That's why. That's why. Yeah. Yeah. Et donc, il y avait quelle annonce sur Internet? Which annonce I put on my I profile? don't remember, but Je me souviens pas. What really caught my attention was the fact that he liked the music, and I don't know, I found him like a creative person, a personality very vibrant. Ce qui a capté mon attention, elle dit, c'est que j'étais une personne créative et le type de musique que j'aimais. On a le même goût pour la musique. Vous pourriez devenir interprète, hein. Ça pourrait être un bon boulot, ça, non? Hein? Oui, ça serait très bien. Vous faites très très bien. Merci beaucoup. Donc, alors, des passions communes. Same passion. Vous vous êtes rencontrés au bout de combien de temps, physiquement? When did we meet after we start to speak? Yes. How or when? 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 Combien de temps après? 1 week later. Une semaine Yeah, après je crois que c'était une semaine après. I fly to Paris. Elle a pris un vol pour Paris. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, so disappointed. Elle dit tellement. No, it was beautiful. It was évident. Yeah, it was a magical moment. C'était magique. Un moment magique. Yeah. Yes. Magique. Est-ce que vous aviez peur, vous, de rencontrer cette femme si belle? Bon, j'imagine que vous avez eu un coup de cœur évident, belle et intelligente, ça se voit. Est-ce que vous avez eu peur qu'elle ait quand même du mal vis-à-vis du handicap? Il y a toujours, qu'elle ne veuille pas s'engager à cause de ça? Il y a toujours une petite peur, je ne la connaissais pas bien. J'avais déjà été rejetée par d'autres femmes avant elle, qui m'avaient juste fait comprendre, ou même sans me le dire, que ça ne les intéressait pas de me connaître ou de continuer à cause de ses handicaps. Elle était plutôt ouverte, et en fait, quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit assez vite
que je perdais la vue. Et elle m'a dit qu'elle avait une maladie aussi. Elle a été opérée d'une tumeur de l'hypophyse qui avait réduit son champ visuel. Donc elle m'a dit, ah, c'est marrant, moi aussi j'ai un champ de vue tubulaire. Et en fait ça a fait qu'on a eu un point commun et ça a facilité les choses énormément. Et puis, il y a le regard, la vue, mais le toucher. On développe le sens du toucher, donc c'est pas mal aussi. Hein. Exactement. Exactement. Le toucher, l'odorat, l'ouïe, sa voix m'a beaucoup capté au départ. Alors, elle est à vos côtés depuis 3 ans, Jimena. Bon, vous vivez une belle histoire tous les deux, ça n'empêche pas les craintes et les angoisses. Ouais. On en connaît tous, des angoisses quand on vit en couple. Qu'est-ce qui vous inquiète, vous, particulièrement ? Ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est une maladie qui a une échéance plutôt à court terme, 40, 45 ans, 50 ans, voir si je suis chanceux. Ça fait une échéance à court terme. Je suis toujours en train de chercher du travail, il faut que j'assure un avenir. On a envie de fonder une famille, donc il faudrait un deuxième salaire. Et évidemment, je suis angoissé par rapport à la perte de ma vue qui s'accélère et par rapport au fait que je n'ai pas de travail. Donc voilà, on essaie de dessiner un futur avec ces difficultés-là. Quand on est un couple normal, c'est pas évident. Alors quand on est un couple avec un handicap, j'imagine quel qu'il soit, ça l'est encore moins. Comment vous réagissez, vous, Jimena? How you react about my handicap and the future? Yeah. Obviously, the fact that he doesn't have a job doesn't allow us to have a future. I mean, we are so in love with each other, but it's quite difficult to imagine alone. I'm translating. Pardon. J'ai compris que vous étiez tellement amoureux l'un de l'autre, oui. Et que c'était un peu difficile difficile de se projeter dans l'avenir. Hein. Exactement. Sans travailler, le fait de ne pas avoir, ça nous laisse pas envisager. Comme d'avoir un enfant, ça nous empêche de se l'imaginer, de se projeter. Mais vous l'envisagez de fonder une famille et d'avoir des enfants ensemble? To have babies yes, with me? Sure. Yes. Je traduis? Oui, bien sûr. Oui. Alors, justement, donc, avoir un enfant, on se pose évidemment la question de la transmission de la maladie, la choroïdermie. Est-ce qu'ils risquent de la transmettre à leur enfant? Comment ça se passe? Alors, quand même une chance. Tous les enfants de Sébastien n'auront pas la maladie. Parce que par principe, comme c'est une maladie génétique qui est liée au chromosome X, tous ces garçons ne pourront pas être atteints par la maladie. Par contre, ces filles seront ce qu'on appelle conductrices, mais les femmes conductrices non, sauf vraiment très rares exceptions, elles n'ont pas la maladie. Donc tous ces enfants sont normaux. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Vous le saviez déjà, j'imagine. Oui. Hein, vous étiez déjà renseigné. Oui, et puis ça rassure. Je lui en avais parlé. Ça la rassure forcément de savoir qu'il n'y a pas ce poids sur elle, sur ses épaules. Donc il y a 2 échéances. Hein. C'est entrer dans un essai thérapeutique, recevoir un médicament, et la deuxième échéance, c'est trouver un boulot. Oui. Hein, voilà. On a trouvé une nouvelle compétence, interprète, et ça me paraît pas mal aussi ça. Alors je voulais vous présenter Arnaud, qui est installé dans le public. Comme Sébastien, Arnaud, vous êtes atteinte de choroïdérémie. Aujourd'hui, vous avez 54 ans et 4 enfants qui ont entre 27 et 19 ans. À l'âge de Sébastien, est-ce que vous vous posiez les mêmes questions que lui? Non, juste avant de vous répondre, je voulais dire à Sébastien que j'ai beaucoup plus de chance que lui parce que je ne passe plus l'aspirateur. J'ai 54 ans, donc je ne peux plus le passer, donc c'est vraiment génial. Je me posais... Non, parce qu'en fait, lui, il a découvert sa maladie plus vers 16 ans. Moi, je l'ai découverte plus vers 20... Enfin, j'ai eu une remise en question à 20 ans. Ouais. Puisque, en fait, j'ai dû me réorienter. Hein. J'étais de formation militaire et j'ai dû changer de cap à cause d'un problème de vue qui a été détecté par l'armée. Mais j'ai réellement été diagnostiqué choroïdérémie à 34 ans, très tard. Donc j'ai vécu dans, on va dire, l'ignorance thérapeutique de 20 ans à 34 ans. C'est-à-dire que vous ne saviez pas qu'un jour, vous deviez perdre la vue, quoi. Si, je le savais, parce qu'on m'avait diagnostiqué la rétinite pigmentaire. C'est un mot générique qui recouvre beaucoup de maladies. Et donc je savais qu'à terme, j'allais être aveugle, mais c'était assez ambigu parce que
Cette maladie, la rétine pigmentaire disait sur Internet que j'allais être aveugle à 30 ans. Et à 30 ans, ma femme me disait, je comprends pas, t'es pas encore aveugle. Donc c'était à la fois rassurant, à la fois un peu angoissant. Et vous voyez, j'ai 54 ans, je suis pas encore aveugle. Donc je vois encore un peu. Donc vous voyez quoi là, par exemple? Je vous vois pas malheureusement. Il paraît que vous êtes jolie et belle, mais j'ai la grande frustration, d'une part, de ne pas aller sur le plateau. Parce que, mais alors, attendez, alors je viens vous chercher. Je vois pas pourquoi vous ne viendriez pas sur le plateau. Venez avec moi alors. Attention, parce qu'il y a quand même un escalier. Oh, attention, attention. Voilà, encore une marche. Hop, voilà, ça y est. Là, on est. Là, je vous accompagne. Je ne vois pas pourquoi je ne vous emmènerai pas sur le plateau. Alors, surtout si vous me faites des compliments. Attention, il y a une petite marche. Hop, et puis alors là, il y a une grande marche devant vous. Attention, là, allez-y, encore, voilà. Et là, vous pouvez vous asseoir. Super. Voilà, à côté de Thomas. Donc, c'est bon. Ça va? Qu'est-ce que vous pensez alors finalement? Vous n'êtes pas déçus, j'espère? On m'avait dit que je resterais là-bas, c'est bon. Donc, vous nous disiez que vous avez dû vous réorienter professionnellement. Vous travaillez toujours à l'heure actuelle? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je suis dans une boîte qui s'appelle IBM, qui est assez connue, et je participe à l'animation du réseau de partenaires d'IBM. Voilà. Et mon rôle, c'est plus d'assurer la fluidité du réseau, c'est-à-dire d'assurer une bonne relation entre les partenaires commerciaux d'IBM et IBM. Voilà. Et pour rebondir sur ce que disait, il est où mon ami Sébastien? Il est là, il est en Sébastien. face, là. Dans sa direction. Je pense que c'est aussi des jobs que les malvoyants peuvent faire. Ouais. C'est-à-dire que, étonnamment, j'ai un travail de coach, en fait, ou une personne qui anime, qui assure cette fluidité. Je pense que les malvoyants, justement, ont une capacité à écouter, à rassurer, à communiquer. Bien sûr. Sans commune mesure avec les autres. C'est-à-dire qu'on peut réellement faire des jobs comme ça, dans la RH, toi qui es dans la RH, là, tu peux vraiment trouver des jobs où justement le rôle d'assurer la fluidité, de communiquer, de comprendre, d'aider, peuvent être des rôles où on est vraiment meilleur que les autres. Bah, si vous pouvez lui donner un coup de main à trouver du boulot, pourquoi pas, hein, si vous pouvez le Non, recommander c'est pas entrer dans leur ordinateur. Dans votre petite entreprise, là, qu'on connaît à peine. Vos 4 enfants, ils l'ont vécu, ils le vivent comment, tout ça? Alors, c'est par étapes. Ils le vivent bien, ils le vivent mal. Ils peuvent être, par rapport aux copains, vis-à-vis des copains, pardon, ils peuvent être gênés. Ça les gêne. Donc, quand ils sont dans la rue avec moi et avec ma canne, ils peuvent être gênés, donc j'essaie d'éviter de sortir ma canne quand ils sont avec moi, je les tiens. Mais ils en profitent aussi. C'est des loustiques, donc quelque part, quand ils étaient plus petits et que j'arrivais pour les gronder ou des choses comme ça, il suffit qu'ils restent immobiles dans une salle, une pièce, je ne les vois pas. Donc, qui ne bougent pas. Donc non, il y a plein de situations c'est une famille qui a l'air heureuse, pleine de vie. Ça vous rassure, j'imagine, d'avoir ce témoignage? Ça donne de l'espoir? Je vois plein de force, plein d'enthousiasme, et je vois qu'il arrive à cerner les côtés positifs malgré tout. Et cette force-là, il l'a, j'espère que je l'ai. Mais tu l'as aussi. Alors, puisqu'il m'a fait un compliment, en plus, je vais lui en faire un, parce qu'il est très, très bel homme, très séduisant, Arnaud. Donc voilà. Hein, merci, c'est gentil. Alors, Sébastien, nous, on avait envie de vous faire plaisir aujourd'hui, de vous faire des surprises aussi. Toute votre famille est là. Nos téléspectateurs sont derrière l'écran. Vous nous avez parlé de la boxe, mais aussi du chant. Vous faites partie d'une chorale gospel. Qu'est-ce que le chant vous apporte? Alors, c'est comme le sport que je pratiquais avant, ça me permet un peu d'évacuer, de penser à autre chose et de juste penser à autre chose et de me sentir mieux. Le gospel, chanter, le développement de l'oreille, ça m'a permis aussi, et ça me permet beaucoup de me déstresser, d'enlever le stress. Et puis Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous êtes soliste, il y a une chorale derrière vous, c'est vous qui êtes devant? Alors, ça m'arrive d'être soliste, oui. Je suis choriste en général, mais ça m'arrive d'être soliste. Alors, il y a une chanson que j'aime particulièrement, que j'apprécie particulièrement, que j'aimerais bien vous entendre fredonner. Amen. Voyons, vous pourriez m'en fredonner quelques notes? Alors, si je me souviens bien, mais je suis pas sûr de me souvenir. Allez-y. Amen. Amen. Amen.
crois que c'est celle-là, mais je suis pas sûr. Bah si, c'est celle-là. Alors, Sébastien, des cherches. Bah oui, bah, voilà, je vais à la surprise. Alors, bah, allons-y, la surprise, alors. Allez-y. Il y en a qui connaissent la chanson. Avec elle. Glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down. 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 Bravo. Alors, qui sont-elles, du coup? Ce sont les choristes d'EGM, Expression Gospel Music, dirigés par Lubin Régent, qui dirige plusieurs chœurs de gospel sur Créteil. D'accord. Voilà, donc vous chantez parfois avec elle? C'est ça, exactement. Voilà. Donc Exactement. c'était pas prévu, c'est vous Non, là. c'est génial. Merci beaucoup, C'est génial. mesdemoiselles. Merci d'être venues. Merci énormément. Je vais vous remercier à tous d'être venus nous voir sur notre plateau. Moi, j'ai été très émue et très heureuse de faire votre connaissance. Merci beaucoup. Sébastien, on dit parfois qu'on a la chance de rencontrer de belles personnes. Alors, ça devient un peu galvaudé, mais je crois que vous en êtes une. Merci franchement. énormément. Et je pense que vous aurez su émouvoir et séduire nos téléspectateurs. Merci d'être venus nous voir. Merci à Arnaud. Merci au professeur Amel d'être venu. Et puis, j'espère que vous pourrez bénéficier de ce médicament. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans version féminin ce week-end. Et merci à Yvonne de nous avoir accompagnés. Et pour l'heure, on se retrouve tout de suite avec un nouveau numéro de l'Histoire continue. Nous aurons le plaisir de retrouver Dany Larry et Florence. À tout de suite. Je vous embrasse. Bonne chance. J'espère que tout se passera bien pour vous. Merci, c'est gentil. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. L'histoire d'amour entre Florence et Jean-Louis avait fait bien des vagues. Moi, fils de maçon, enfin ouvrier. Mon père était directeur de société, et ma mère prof de français, latin, grec. Quand vous avez présenté ensuite celui que vous tenez par la main aujourd'hui à votre famille, quelles ont été leurs premières réflexions? Ouvrier, il ne me correspondait pas, quoi. Mais pour eux, cette année, c'est l'année de l'apaisement. Personne ne misait sur notre couple et c'est vraiment la surprise du chef. Ils nous ont invités à leurs 20 ans de mariage et vous vous doutez bien qu'on aurait loupé ça pour rien au monde. Salut papa. Salut. Tous mes voeux. Merci. Bonne heureuse année. À tout à l'heure sur le plateau de l'Histoire continue. Pretty smile, this pretty face. Think I am the happiest now. I've been on the roads now. Coming home to my old town. Pretty smile, this pretty